Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce matin. Dans l'histoire de la civilisation, il y a, on constate, on observe diverses tyrannies. La tyrannie de la religion, et celui qui n'obéit pas, il est promis aux flammes de l'enfer, ou bien il a derrière lui l'Inquisition. Et puis la tyrannie politique, et celui qui n'obéit pas, il va au goulag. Et puis aujourd'hui, et vous connaissez peut-être cette affaire, il y a la tyrannie du régime. La tyrannie du régime alimentaire. Et c'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Je vous retrouve après notre générique. Eh bien donc, nous allons parler aujourd'hui des régimes et de l'alimentation à l'occasion de la publication de 2 livres par mon invitée, Madame Alessandra Moro Boronzo. Vous êtes d'origine italienne, mais vous vivez à Paris. Oui. Et vous avez écrit en français plusieurs livres sur les questions alimentaires. J'en ai 2 devant moi, le dictionnaire de la nouvelle alimentation et un autre ouvrage intitulé L'alimentation intelligente. Et je relève dans les 2 titres des termes qui m'interpellent très fort, puisque dans un cas, vous parlez d'alimentation intelligente et dans l'autre cas, de nouvelle alimentation. Alors je le disais en commençant, nous sommes un peu aujourd'hui soumis à la tyrannie du régime, c'est-à-dire que les médecins, les nutritionnistes estiment que nous ne faisons pas une bonne alimentation. Quels sont les conseils que vous pourriez nous donner ? Oui, effectivement, vous avez utilisé le mot, on est vraiment sous la tyrannie de l'alimentation. Il faut manger convenablement. Ce ne sont pas que les médecins et les diététiciens qui le disent, mais on reçoit des messages un peu partout. Dans la presse féminine, il suffit de voir qu'au printemps, on nous propose une quantité de régimes les plus farfelus. Il faut être mince, il faut être beau, et on a une dictature. Ça, c'est pour aller sur la plage en été. Vous dites au printemps, c'est vrai. Au printemps. Il faut se préparer à l'été et à apparaître sur la plage sous les meilleurs atours. Voilà, il faut toujours être en pleine forme et manger bien. Donc, c'est vrai que d'un côté, il y a la partie esthétique, je dirais, et puis il y a la partie aussi santé qui est peut-être beaucoup plus importante quand on sait qu'aujourd'hui, le nombre de gens en surpoids dépasse le nombre de gens qui sont mal nourris. Donc, oui, dans nos sociétés. Dans nos sociétés. Oui, dans les sociétés occidentales. On a un grand nombre d'obèses et l'obésité gagne de plus en plus d'importance, surtout chez nos enfants. Donc, voilà pourquoi les médecins, effectivement, proposent de manger mieux et de manger bien, surtout. Est-ce qu'on maîtrise les causes de cette obésité, de cette surcharge pondérale? Est-ce qu'on peut bien cibler les éléments qui, dans notre alimentation, favorisent le surpoids, la surcharge pondérale, et donc permettent de dire aux personnes, voilà, mangez plutôt cela que cela? Bien sûr, il y a des causes qui sont très variées et qui appartiennent beaucoup aux différentes personnes. On ne peut pas dire qu'il y a des causes spécifiques pour tout le monde, mais il y en a certaines qui sont communes à la plupart des gens. D'abord, alors, quelles sont-elles, ces causes? Voilà, d'abord, c'est le fait de manger beaucoup de produits gras, de produits industriels dans lesquels il y a des gras ajoutés, des sucres ajoutés, et là où c'est pas vraiment nécessaire.
je parle d'aliments solides et liquides. Prenons par exemple les boissons. On boit beaucoup de sodas aujourd'hui qui sont pleins de sucre. Et voilà que là, c'est une cause, sans se nourrir quelque part, on va juste se désaltérer. Mais bon, je ne vais pas citer les marques, mais tout le monde reconnaîtra les sodas les plus en vente. Mais c'est vrai, c'était des bombes caloriques. Donc ces sodas-là, vous dites, bon, il y a de l'eau, il y a trop de sucre. Il y a beaucoup de sucre et on ne va pas non plus exagérer parce que je n'aime pas le terme dictature, donc même pas la dictature dans le bien manger, après ça peut devenir un danger. Mais c'est sûr que si on boit une boisson quelconque, soda, une fois de temps en temps, ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, les enfants par exemple, ils ne boivent que ça et boivent des sodas pendant les repas même. Donc moi je pense vous conseillez de ne pas boire de soda pendant les repas. Absolument. Il faudrait quand même réévaluer notre eau qui devient de plus en plus précieuse, non seulement dans nos robinets, mais aussi sur nos tables. L'eau est ce qu'il nous faut pour se désaltérer et pour être en bonne santé. Surtout, on ne prendra pas de calories dans l'eau. Après, un soda de temps en temps, pourquoi pas, mais pas tous les jours, surtout pas. Il y a une profonde inégalité des personnes devant l'alimentation, puisqu'on voit des enfants, hein, vous parliez d'enfants qui consomment des sodas très sucrés avec leur repas, on voit des enfants qui restent à un poids normal, et puis on observe que certains enfants, en effet, sont très vite en surcharge pondérale. On est donc devant une profonde inégalité à l'égard de la consommation des aliments et des boissons. Alors je disais que les causes sont variées. Bien sûr, il y a le facteur alimentaire, il n'y a pas que les sodas bien sûr. Hein. Il y a aussi les graisses, vous disiez, c'est pas bon, les graisses, les frites, oui. les fritures, les aliments industriels aussi, parce qu'il y a des graisses cachées, il y a beaucoup de sel qui retient les liquides, etc. Donc nous empêche d'éliminer convenablement. Mais il y a aussi effectivement le métabolisme de tout un chacun, c'est-à-dire comment notre corps fonctionne. Et on sait très bien qu'il y a, malheureusement, on n'est pas tous égaux. Et il y a ceux qui mangent, ils ont une bonne fourchette et restent toujours sveltes et minces, et les autres, par contre... Rien qu'à regarder le gâteau, ils grossissent. Je crois pas trop, rien qu'à regarder. Mais bon, on va faire comme si, oui, voilà, ils profitent plus de ce qu'ils mangent. Et après, il faut dire aussi qu'il y a le comportement de tous les jours. Est-ce qu'on est plutôt pantouflard ou bien on est sportif, on est actif, on bouge beaucoup, etc. Donc là aussi, il y a le comportement. Et je reviens encore une fois aux enfants, parce que c'est notre préoccupation principale de nous, les mères, mais vraiment de notre génération future. C'est que les enfants, aujourd'hui, par rapport aux enfants du passé, restent beaucoup plus de temps devant la télévision, devant les jeux vidéo, donc en position assise, font moins de sport, bougent moins en tout cas, que les enfants il y a 30-40 ans, quand la télé n'était pas dans toutes les maisons et à la portée de tout le monde. Donc effectivement, il faut privilégier le mouvement, il faut privilégier le sport, et le mouvement et le sport vraiment sont à la portée de tout le monde. Hein. Ça peut être la course, ça peut être le vélo, ça peut être jouer au foot dans les cours. Ce n'est pas l'apanage des riches, c'est vraiment pour tout le monde bouger, et surtout, je pense que ça vient d'une certaine mentalité, d'une certaine facilité de dire oui, la télé c'est facile, c'est tranquille, c'est paisible, on se détend, mais bon, et des fois il faut se pousser un tout petit peu, sortir, aller à la piscine, aller faire un tour avec le vélo, mais bouger, ça compte énormément. Si l'on considère les aliments dans leur généralité, et je pense en particulier à votre dictionnaire de la nouvelle alimentation, on peut faire des catégories entre les bons aliments et les mauvais aliments. Alors je vous demanderai un petit commentaire. Qu'est-ce que vous pouvez, vous, recommander comme les bons aliments, et quels sont les aliments que vous préférez rejeter ou que vous conseillez de ne pas consommer ou de consommer moins? Alors, je vais tout d'abord dire que les aliments entre guillemets naturels, ceux qui nous viennent de la nature, en règle générale, sont les aliments à préférer. Oui, mais par rapport aux aliments construits. Ça, c'est comme deux grandes catégories. Par rapport aux aliments fabriqués, c'est ça? D'accord. Alors, dans les aliments naturels, nous avons les fruits, les légumes. Alors, tout le monde
dit qu'aujourd'hui, il faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Pourquoi? Mais parce que nous avons les vitamines, les sels minéraux qui sont à l'intérieur de ces produits-là et qui sont absolument nécessaires pour le bon fonctionnement de notre corps. Oui, on nous dit aussi, oui, mais les fruits que vous achetez, les légumes dont vous vous procurez, ils ont été aspergés par toutes sortes de produits pour les rendre plus beaux, etc., pour mieux les faire grandir. Donc les fruits ou les légumes que nous achetons au magasin ne sont pas forcément de très bonne qualité, dit-on. Voilà, vous voyez à quel point la question est complexe. Ouais. Donc oui, effectivement, il y a des méthodes de production et des méthodes de conservation des légumes et des fruits, et non seulement, qui peuvent être un peu nocifs pour l'organisme humain, certes. Donc, si l'on peut, il faudrait choisir des fruits et des légumes de culture biologique ou d'agriculture provenant d'une agriculture raisonnée, ce qu'on appelle. Donc éviter la production en masse qui utilise, comme vous disiez, des produits pour faire pousser et pour donner de grandes productions. Donc si on peut, parce que parfois ils coûtent plus cher, donc il faut aussi avoir des petites astuces. Alors aller chercher par exemple dans les marchés, alors il faut retrouver le goût des aliments, il faut retrouver le goût peut-être de faire un petit peu de cuisine, se mettre à chercher le petit marché où on a les producteurs biologiques ou le producteur qui vient de la campagne nous propose en ville ses produits, ou bien aller dans les grands supermarchés, ils ont tous leurs filières biologiques qui coûtent un peu moins cher que le produit du petit magasin du quartier et qui peuvent être une alternative aux produits plus chimiques, on va dire. Ceci dit, cela n'empêche qu'il restera quand même dans votre pomme ou dans votre carotte des vitamines et des sels minéraux, même si, avec cela, on va avoir des pesticides et des conservateurs. Mais on dit justement que tous ces produits chimiques sont extrêmement dangereux pour la santé et que parfois, ils conduisent à contracter des maladies extrêmement graves. Ces produits... la dioxine, etc. Enfin, on ne va pas les énumérer. Les produits chimiques, en tout cas, sont à éliminer pour notre corps. Notre corps, il n'y a pas des organes qui ont besoin des produits chimiques. Donc notre corps, qu'est-ce qu'il fait? Il les élimine. Or, s'il a une suffisante force pour éliminer tout cela, tout va bien. C'est-à-dire que si j'introduis une petite quantité de ces produits et mon corps est sain, il peut tranquillement éliminer ces produits sans problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là encore, la règle de trouver le juste milieu dans nos choix, c'est que si j'introduis une très grande quantité et tous les jours de ces produits-là, mon corps n'aura pas le temps, la force pour éliminer tout cela, donc il va commencer à stocker quelque part. Et on vient à la notion de terrain qui est chère, par exemple, aux homéopathes ou aux naturopathes, etc. C'est-à-dire on va encrasser notre terrain, on dit. C'est-à-dire on va créer des conditions dans lesquelles nos organes ne peuvent pas fonctionner comme il se doit, au mieux. Et petit à petit, on peut effectivement arriver à avoir des perturbations au niveau de bon fonctionnement et donc de la santé, voire après des pathologies, etc. Donc je pense que l'alimentation est très importante dans notre santé. Pourquoi? Parce que nous mangeons tous 3 fois par jour en règle générale. Donc nous avons tous les jours la possibilité, 3 fois par jour, de faire quelque chose. Je ne suis pas une adepte de la perfection, parce que la perfection, pour moi, n'est pas de cette terre. Il faut faire avec ce qu'on a. Il faut vivre dans le monde dans lequel nous vivons. On ne peut pas s'imaginer que tout soit pur, que même les aliments biologiques soient absolument absents de toute contamination. Oui, j'allais justement vous poser la question, est-ce que le fait d'acheter un aliment présenté comme biologique est une garantie que l'aliment en question, que le fruit, que le légume, est tout à fait exempt de tous ces pesticides, de toutes ces matières chimiques? Bien sûr, il va être exempt des produits qu'on utilise pour la production, certes, mais il faut savoir que la pluie
est telle qu'elle est, on n'a pas une pluie pure, la terre est telle qu'elle est. Aujourd'hui, on ne vit plus dans un monde pur. Donc, bien ou mal, vous trouverez aussi dans les produits biologiques un tout petit peu. Mais je dirais, il y a quand même une différence entre le produit biologique et le produit qui est produit sur grande échelle industrielle ou où on pousse vraiment pour qu'il pousse à toute vitesse et il soit présentable, magnifique et beau. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, quand je vois des pommes qui ne sont pas toutes belles, toutes pareilles, et qui présentent un peu de rides et d'aspérité. Voilà, d'aspérité, moi, j'en suis ravie. Parce que je dis, enfin, des vraies pommes. Ouais. Hein, on a aujourd'hui aussi l'habitude de vouloir avoir des produits beaux, des produits toujours pareils. On veut avoir les produits pendant toute l'année. Et là, je pense, voilà, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est manger les produits de saison. Déjà, ils sont meilleurs parce que naturellement, ils poussent dans cette saison-là. Donc, ils vont avoir, on l'espère, un goût à nous offrir. Ils sont moins chers parce que la production est majeure, donc les prix diminuent. Et ils sont meilleurs pour la santé. Et il paraît pour l'environnement, parce qu'il paraît que pour produire des fruits et des légumes hors saison, on augmente la couche d'ozone, etc. Donc, oui, enfin, il y a des produits qui ne sont pas de saison chez nous, mais qui sont de saison au Chili ou en Argentine. Et alors, on fait venir, on importe de ces pays lointains des fruits, des légumes qui sont de saison dans l'autre partie du monde. oui, mais pour qu'ils arrivent chez nous et soient mûrs chez nous, il faut les récolter par maturité. Et on sait très bien qu'un fruit, quand on le récolte à maturité, je ne sais pas si vous avez jamais fait l'expérience de cueillir une tomate sur le... Je n'ai jamais fait cette expérience. Une fraise directement et que vous la goûtez à maturité, Ah oui, à elle maturité, a un goût. oui, bien sûr, Elle a un oui, goût. bien sûr. Tandis que, je ne sais pas si je suis la seule à qui arrive d'acheter des fraises qui n'ont pas de goût ou des tomates qui n'ont pas de goût. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est des sûr, produits qui n'ont bien pas sûr. été récoltés à maturité. Donc peut-être il vaut mieux prévoir des fruits et des légumes de notre pays hein, et de consommer cela dans la bonne saison et c'est mieux pour la santé. Donc voilà ce que je... Mais on ne sait plus très bien quoi faire hein, quand on est dans la vie réelle, qu'on lit la presse, etc. Et notamment les personnes qui, comme vous, jugent l'alimentation. On nous dit ne mangez pas de viande parce que les animaux sont nourris avec toutes sortes de nourritures très suspectes. Ne mangez pas de poisson parce que le saumon, le cabillaud qui vit dans la mer, il est bourré de mercure. Alors on va manger quoi ? Pas de viande, pas de poisson. Vous dites vous-même, les légumes, attention, ça peut être dangereux, il vaut mieux manger bio. Dites, on va manger quoi ? Est-ce qu'il faut manger des vitamines le matin dans des potées où on met du lait de soja, etc. Non, absolument pas. Il ne faut pas manger des vitamines comme ça. Je pense qu'on peut avoir tout ce dont nous avons besoin dans les aliments, donc il faut privilégier les aliments. Je vous ai dit quand même que même s'il y a des pesticides, etc., il reste des vitamines, des sels minéraux Oui, et des bien sûr. produits de grande valeur à l'intérieur de tous les fruits et de tous les légumes. Certes, si on peut choisir, on choisit. Si on ne peut pas choisir, on prend ce que l'on peut. Alors, tout est bon, tout est mauvais, disait déjà Hippocrate, hein, mais tout dépend de la quantité qu'on utilise, qu'on consomme. Donc, je pense qu'il est vrai, la viande est comme ci, le poisson est comme ça, et comme vous dites, voilà. J'aime pas cette vision catastrophique de la nourriture. Je pense qu'il faut savoir les choses, et sur ces bases-là, composer son propre menu. Déjà, on n'est pas obligé de manger autant qu'on mange aujourd'hui. On peut manger un peu moins. Si on regarde dans l'histoire et si on regarde les peuples centenaires, on s'aperçoit que les gens ont toujours eu des pauses, des moments dans lesquels ils faisaient des restrictions alimentaires par conviction religieuse, si l'on veut, mais ça a toujours été comme ça. Le carême des chrétiens, en quelque sorte. Le carême des chrétiens, mais dans toute religion, il y a des moments de restriction, de jeûne. Donc cela est très important. Pourquoi ? Parce qu'on redonne une certaine vitalité à notre corps. Donc mangeons, et puis on a vu que les peuples centenaires
pourquoi ils arrivent si longtemps. Certes, il y a un système de vie un peu particulier, un centre de stress, etc. Mais parce que aussi, il y a des moments où ils mangent moins. Ils suivent les saisons. Et forcément, il y a des saisons où on a moins à manger parce que la terre, elle produit moins. Ça, on le savait dans nos campagnes il y a 100 ans, mais non, on ne le sait plus, nous. Donc, on se nourrit toujours de la même manière et tous les jours. Je pense que mangeons moins, mangeons mieux, peut-être, et mangeons surtout varié, de tout. Et surtout, faisons-nous plaisir, parce que ce qu'on oublie dans cette alimentation, c'est que maintenant, ça devient une dictature de tous les côtés qu'on la regarde, qu'on nous dise manger de la viande plutôt que manger seulement du poisson ou que des fruits et des légumes, ou bio ou pas bio, peu importe, mais ça devient il faut. Tandis que moi, je dis, il faut retrouver le plaisir et dire qu'est-ce que j'aime. J'ai envie de manger un aliment plutôt qu'un autre et je le fais avec plaisir. Je mange avec les gens que j'aime. Je prépare aussi une table agréable et je fais en sorte que ce moment-là soit un moment de plaisir. Parce que quand vous mangez avec quelqu'un que vous aimez, vous digérez mieux. Bien sûr. Nous allons revenir dans un instant sur ce thème-là. Mais auparavant, j'aimerais vous interroger sur le pourquoi d'un réquisitoire assez sévère que vous prononcez dans vos livres contre le lait. J'ai été habitué depuis mon jeune âge à entendre dire « bois du lait, mange des produits lactés, du yaourt, du fromage blanc, etc. etc. » Du fromage, c'est très bon pour la santé, il y a du calcium, il y a toutes sortes de vitamines. Et vous dites « ah non, à part le temps de l'enfance, pour l'adulte, le lait, c'est pas bon du tout. » Qu'est-ce que vous en voulez au lait? Qu'est-ce qui fait que vous condamnez ainsi de façon assez radicale les produits lactés et le lait en particulier? Non, je ne veux pas au lait, je ne veux rien à personne, mais c'est vrai que je pars du constat, j'ai amené des témoignages de différents auteurs contre le lait, parce que je pense que d'un côté, on a beaucoup de publicité qui nous dit effectivement le lait est cet aliment miracle qui nous sauve de l'ostéoporose quand on est femme ménopausée, etc. Bon, c'est une cloche, c'est le son d'une cloche, mais j'apporte aussi le son d'une autre cloche qu'on entend beaucoup moins et qui dit que par exemple les femmes au Japon ne consomment pas de lait de vache et elles ne connaissent pas l'ostéoporose par exemple. J'apporte aussi le témoignage de différents auteurs qui disent que le lait est un produit difficile à digérer. Pourquoi? Parce qu'il paraît que nous avons une enzyme dans notre corps qui est apte à digérer la protéine du lait, mais cette enzyme disparaît après l'enfance. Donc, tant qu'on est enfant, on tolère encore le lait et après, non. La preuve est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intolérantes au lactose et de plus en plus de gens qui ne digèrent pas le lait, qui tolèrent mal le lait. Après, on se force parce qu'on nous dit non, mais il y a le calcium, il faut absolument se nourrir avec le lait. Je pense il y a aussi, des protéines aussi, je pense, dans le bien lait. Sûr, bien sûr. Je pense aussi que nous consommons à l'heure actuelle une trop grande quantité de produits laitiers, tout confondu. Fromage, donc, fromage, yaourt. Alors, le fromage, je ne suis pas la seule. Il y a plein de médecins qui vous diront le fromage, vous diminuez tout ça, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gras. Parce que vous savez que les maladies cardiovasculaires sont une des premières causes de mortalité et que les gras contenus dans les fromages, c'est des gras qui ne favorisent pas la circulation sanguine, etc. Donc il faut diminuer le fromage ou prendre des fromages légers, des fromages frais, etc. Donc effectivement, et je constate aussi que c'est le discours de beaucoup de médecins et de praticiens que quand il y a des pathologies ORL ou des pathologies de type allergique, conseillent de diminuer les produits laitiers pendant un temps peut-être, mais de toute manière de alléger un peu le système digestif pour que le corps puisse fonctionner mieux parce qu'il paraît, d'après ce que j'ai lu, l'autre son de la cloche, que le lait et tous ses dérivés alourdissent un peu la digestion, voire un peu beaucoup. Et surtout, c'est une question de quantité. Parce que si vous prenez vos petites quantités de lait de temps en temps,
rien ne se passe. On revient au discours qu'on faisait au début. Mais Tout est une question de mesure. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, si vous comptez les fromages, le lait, le yaourt, les fromages blancs, les desserts lactés, etc., etc., vous voyez, vous verrez, faites un tour dans un supermarché, regardez quelle est l'ampleur des rayons des produits laitiers dans un supermarché et vous vous rendrez compte que, effectivement, nous sommes des grands consommateurs et c'est peut-être là le problème. Il faut juste diminuer un tout petit peu la quantité ou varier encore. Choisissez peut-être d'autres types de lait ou d'autres types de yaourts. Il y a des yaourts, le lait de chèvre, il paraît qu'il est plus digeste que le lait de vache, etc., etc. C'est parce que je pense aussi qu'il faut faire des tests. Chacun de nous, nous sommes tous à peu près égaux dans le fonctionnement physiologique, mais nous avons tous nos particularités. Donc après, vous digérez très bien le lait, moi je ne le digère pas, ou l'inverse. Donc après, il faut tester et savoir ce qui nous convient et faire marcher aussi un petit peu notre instinct. Ma dernière question, ne croyez-vous pas, vous avez déjà abordé l'affaire tout à l'heure, ne croyez-vous pas que aujourd'hui, si on prend la peine de faire soi-même à manger, de choisir des nourritures de premier choix, plutôt que d'acheter au supermarché une nourriture toute faite, de la taper dans le micro-ondes, la première solution est plus favorable à l'état de notre santé que la seconde, parce que dans l'aliment préparé, il y aura beaucoup de sucre, beaucoup de sel, etc. Toutes choses qui sont dommageables à la santé. Votre commentaire là-dessus? Mais bien sûr, je pense que nous avons tous fait l'expérience d'aller dîner chez une femme qui fait elle-même la cuisine et qui le fait avec amour. C'est magnifique. Donc, il y en a encore quelques-unes. Mais revenons, femmes et hommes. Oui, femmes et hommes. Bien sûr. Oui. Eh bien, je vous remercie infiniment pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres, notamment de 2 livres que nous avons vus à l'antenne aujourd'hui. Le Dictionnaire de la nouvelle alimentation, ouvrage paru à Paris aux éditions Médicis, et un autre ouvrage intitulé L'alimentation intelligente. On retrouvera dans vos 2 livres l'essentiel de notre conversation d'aujourd'hui. Merci infiniment pour votre présence à notre émission. Merci à vous. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À bientôt.